Zulf Lewen, bienvenue dans Graffiti. Pour ce présent numéro, il sera largement question de poésie, de littérature et d'exil. Pour cela, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir l'écrivain Carol Zalberg. Carol Zalberg, bienvenue dans Graffiti, bienvenue à Berbère Télévision. Bonjour et merci de me recevoir. Je vous en prie. Donc, vous venez de faire paraître aux éditions Actes Sud un excellent roman, Feu pour Feu, dont la critique salue effectivement donc, la beauté du texte et surtout la beauté des quêtes multiples qu'il y a dans cette fiction. Alors ce livre, c'est quoi, Feu pour Feu? En fait, c'est un livre qui est né de deux choses, à la fois deux images et deux événements. Le premier qui a eu lieu il y a un peu plus de 10 ans maintenant, un fait divers dont je pense tout le monde se souvient. Il s'agissait de jeunes filles, vraiment de toutes jeunes filles qui avaient mis le feu à des boîtes aux lettres dans un immeuble, dans une cité. Et il y avait eu, je sais pas, une vingtaine de morts. Ça avait été vraiment absolument dramatique. Et j'avais été saisie à l'époque par le décalage entre le geste de ces gamines, qui était un geste vraiment stupide d'adolescente, et les conséquences de leur geste, à la fois pour les victimes bien sûr, et puis pour elles. Et ça m'avait vraiment marqué, donc j'ai dû garder ça dans un coin de ma mémoire et de mon cœur aussi. Et puis beaucoup plus récemment, j'ai été frappée par les images qu'on voit tous et tout le temps des clandestins à Lampedusa, et notamment par une image qui, elle, était beaucoup plus... qui était plus une image heureuse, puisqu'il s'agissait d'un bébé qui était sauvé d'un naufrage et qu'on passait au-dessus des flots, comme ça, de main en main, image que je reprends dans le livre. Et donc il y avait quelque chose d'heureux, de joyeux, mais aussitôt on pouvait se demander en tout cas ce qui attendait cet enfant. Et en fait du coup j'ai aussitôt imaginé que cet enfant on le retrouvait 15 ans plus tard et que c'était une des jeunes filles qui commettait ce geste, cet acte. Tout à fait. Et puis donc au tout départ, donc c'est un homme qui prend donc un bébé hein, et qui fuit son pays. Donc, il échappe de peu à un massacre. Oui, absolument. Ça se passe dans ce que vous dites, un continent noir. Voilà, donc on imagine que c'est en Afrique, mais j'ai volontairement laissé... je ne voulais pas situer trop précisément parce que je pense que chacun lit avec sa propre histoire. Et puis, j'avais vraiment envie de travailler sur l'essence de ce type de situation, de drame, que chacun puisse s'y retrouver. Et puis, vraiment aller chercher ce qui est commun dans toutes ces expériences à tous les hommes, en fait. Et du coup, cet homme subit le massacre de son village. Il est seul avec son bébé à en réchapper et donc jeté sur les routes à partir de là. Et c'est tout son périple que le livre raconte. Le livre raconte donc tout ce périple. Cet homme a perdu aussi sa femme. Sa femme n'a pas donc échappé à ce massacre chez lui et donc il va prendre ce chemin que beaucoup de gens prennent aujourd'hui, donc cette tentative souvent désespérée d'aller ailleurs, d'aller vers le continent blanc. Oui, et c'est quelque chose dont il n'avait jamais rêvé avant, contrairement à beaucoup d'autres. Donc c'est d'autant plus terrible puisqu'il subit doublement finalement cet exil, puisqu'il était tout à fait heureux là où il vivait et tout d'un coup il a tout perdu, mais il est porté par son enfant. En fait, ils ont autant besoin l'un de l'autre, puisque le bébé, évidemment, sans son père, pour le porter, pour le nourrir, pour assurer vraiment sa subsistance, ne pourrait pas s'en sortir. Mais le père, sans son enfant et sans cet objectif de le mettre à l'abri, se laisserait mourir. Il le dit, il est comme une embarcation, en fait, pour son enfant. Votre texte est très fort, effectivement. C'est cet enfant qui pousse cet homme à rester en vie, à aller de l'avant. Vous écrivez « Je suis déjà un mort, mimant le souffle et le mouvement à la seule fin de couver en toi le désir de vivre et d'espérer ». Ça, c'est l'homme qui raconte. Oui, oui, oui. Et en fait, il faut peut-être préciser que le livre débute en fait alors que qu'Adama, donc sa fille, passe une première nuit en prison. Et du coup, le père est rattrapé par cette histoire qu'il n'a jamais racontée à sa fille. Donc, il
il s'adresse à elle et il est au départ vraiment dans une colère parce qu'il a l'impression que c'est un gâchis immense. Et puis petit à petit, en fait, il prend conscience du fait qu'elle ne pouvait pas vivre en fonction de ça puisqu'il ne lui en a jamais parlé. Donc elle ne pouvait pas, en quelque sorte, enrichir ou motiver son existence en se disant oui, mais c'est déjà formidable d'être là, c'est déjà une chance, au moins on est en sécurité. Alors que là d'où l'on venait, on n'aurait tout simplement pas pu vivre. C'est même pas vivre bien ou mal, c'est vivre tout court. Et donc c'est pour ça qu'il s'adresse à elle, mais d'une certaine manière trop tard. Donc il y a quelque chose de tragique d'emblée puisque c'est vraiment des mots qui sont jetés comme ça dans la nuit, un peu en vain. Vous écrivez toujours dans le même sens. Je n'ai jamais oublié que nous sommes ici, non pas pour y être heureux, mais parce que là-bas, nous n'aurions tout simplement pas vécu. Et il réalise vraiment cette nuit-là que sa fille ne peut pas avoir conscience de ça, ou alors peut-être qu'elle l'a intégré et que ça a produit chez elle le côté qu'on va découvrir petit à petit dans le livre, puisqu'on l'entend aussi, Adama. Elle a quelque chose de guerrier, de vraiment combatif, qui a longtemps rassuré le père, mais qui là malheureusement prend une forme radicale et terrible. Et on peut imaginer que c'est sa manière à elle finalement d'être héritière de ce drame. C'est la deuxième voix du livre. Oui, c'est la deuxième voix du livre, oui, mais qui n'était pas prévue, qui s'est imposée en fait. Oui. C'est une voix peut-être plus vivante encore que celle du père. C'est une voix qui porte les empreintes des langages d'aujourd'hui dans les banlieues, c'est ça? Oui, c'est un langage haché, direct. Pas seulement dans les banlieues, je pense que c'est plus le langage dans la manière dont il évolue, en tout cas dans les rues, dans quelque chose qui est constamment en évolution, avec beaucoup d'inventions. C'est vrai que j'ai pas du tout envie qu'on considère ça comme... de ma part, il n'y a aucune condescendance par rapport à cette langue-là, qui pour moi est une langue qui est aussi une langue pleine de poésie, ne serait-ce que par son invention et sa vitalité. Et ça, c'est très important parce que je trouve elle porte beaucoup plus la vie, encore une fois, que celle du père, qui est une langue très posée, très classique, hein, volontairement. C'est comme ça que je l'ai travaillé, mais qui est presque figée en quelque sorte, alors que la langue de la fille, elle est heurtée. Certes, elle se fiche de la syntaxe, mais elle charrie des choses qui sont vraiment du côté de la vie. En revanche, le père, lui, il est relativement désabusé, il souffre quand même quand il arrive sur ce continent blanc, et quand on lui demande de raconter son histoire, hein, pour être admis au statut de l'asile, il est un peu dans un malaise terrible. Bien sûr, parce que évidemment que le fait de raconter encore ce drame le fait revivre à chaque fois. Lui, il n'aurait qu'une envie, c'est de ne plus du tout en parler, d'enterrer ça, de rompre complètement avec son passé. Et malheureusement, il est obligé à chaque fois de mettre des mots sur ce qu'il a vécu. Et donc, à chaque fois, ça fait rejaillir la souffrance. Et je pense que tous les candidats à l'asile vivent ça, passent par cette épreuve-là. C'est vrai, et à ce moment-là, vous lui faites dire « Je suis de nouveau l'homme anéanti ». Oui, comme si le temps n'existe plus à ce moment-là. Il est à chaque fois... Par son discours, par le fait d'avoir à le revivre, il est de nouveau dans ce drame vraiment. C'est comme s'il était transporté dans ce village au moment où tout finalement où il perd tout. C'est vrai, et donc quand cet homme réussit quand même à être dans ce continent blanc, il se pose quand même des questions. Et vous, donc Carole Zalberg, vous faites montrer en filigrane ce qu'est le monde d'aujourd'hui. Hein. Parfois c'est un monde très dur. Oui, alors je le fais toujours à ma manière, c'est jamais... C'est vraiment effectivement à travers les personnages et ce à quoi ils sont confrontés, une série vraiment d'épreuves, d'obstacles, un manque de solidarité, de la méfiance, quelque chose d'aride, de dur, effectivement, auquel le père n'est absolument pas habitué parce que ce n'est pas du tout comme ça qu'il a vécu jusque-là. Et puis le père rencontre un autre homme qui s'appelle Zagoué. Et il les prend quand même en sympathie, l'enfant et l'homme.
C'est presque Adama qui le choisit, en fait. Elle a la confiance de ce géant. C'est un homme vraiment très grand, et qui lui est beaucoup plus organisé dans sa tentative de passer sur le continent blanc. Il a tout prévu, il était malheureux là où il était, donc il a vraiment décidé de partir. Et du coup, effectivement, ils vont un peu s'accueillir les uns les autres, Adama étant le lien entre les deux, et Adama et son père vont pouvoir profiter de l'expérience et de l'organisation de Zagoué qui leur permet d'arriver finalement ce qu'on suppose être la France, et de préparer un petit peu le terrain pour la suite, en fait. En revanche, Zagoué, il a peur d'être expulsé. Vous dites, pour éviter cette défaite, le désastre d'un retour, Zagoué s'est fait dépourvu d'empreintes en se fend mieux sans identité. Est-ce qu'on est obligé de ne plus avoir d'identité pour ne pas être expulsé aujourd'hui? Beaucoup le font de différentes manières. Ça, je n'ai rien inventé, hein. Mais moi, ça m'a beaucoup frappé parce que je trouve que symboliquement, c'est très très fort, le fait d'effacer ces empreintes. Alors, il y a plein de façons de le faire, mais c'est toujours, je trouve, incroyablement violent. C'est vraiment comme si, d'une certaine manière, on s'effaçait soi-même, d'où l'on vient, ce qu'on est profondément. Enfin, c'est pas juste quelques lignes sur la main. C'est tout un symbole, effectivement. En revanche, l'homme qui donc veut sauver son enfant, lui, il perd sa foi. Il perd sa foi quand il perd sa femme. Oui, parce qu'il a... Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre pour lui dans la vie? Alors, effectivement, il tient uniquement par son enfant, qui est comme c'est presque un tuteur ou un moteur. Enfin, mais sans ça, il n'attend vraiment plus rien de l'existence. Il y a quelque chose de mécanique, finalement, dans la suite de sa vie. Et effectivement, on le comprend très bien à travers votre belle écriture. Donc, ce personnage rencontre des femmes, il passe même un temps avec elles, mais c'est impossible. C'est comme si c'était impossible pour lui. Parce qu'il est encore complètement habité par le souvenir de sa femme, y compris physiquement. C'est vraiment... il n'a absolument pas choisi de ne plus être avec elle, et vraiment tout le reste de son existence, il est encore l'époux de son épouse. De son épouse qui n'est plus là. Il vit effectivement des petites aventures comme ça, et notamment sur le chemin de l'exil avec des femmes, et il en a besoin. On peut imaginer que c'est quelque chose qui l'aide, mais ça n'a aucune chance de se poursuivre parce qu'il n'y a pas de place en lui pour ça. Et donc lui, il ne se consacre qu'à son enfant, et donc son enfant quand même va vivre dans ce pays d'accueil, mais c'est comme s'il avait perdu un peu le contrôle de son enfant. Oui, déjà parce qu'il est peu là, puisqu'il doit travailler beaucoup pour arriver à assurer leur quotidien. Et du coup, sa fille grandit un peu, non pas seule, mais en tout cas, ils ont assez peu de contact en fait avec son père, et petit à petit, ils s'éloignent l'un de l'autre dans leur façon de vivre, dans leur langage justement, et ça se fait très progressivement, très insidieusement, et au moment de ce geste terrible, le père prend vraiment pleine conscience de ce qui s'est creusé. De ce décalage entre lui et cet enfant. Est-ce que c'est des cas qui sont un peu assez répandus aujourd'hui, de gens qui viennent d'ici et de là? Très honnêtement, je n'ai pas enquêté. C'est vraiment plus de l'ordre de l'intuition. Il me semble que nécessairement, à partir du moment où on mène des vies si différentes, même dans le même espace, il y a un éloignement. Déjà, les générations ont tendance à s'éloigner l'une de l'autre. Ça, c'est vrai. C'est vraiment le mouvement naturel. Mais en plus, quand on est dans une vie comme ça, un peu dure, où on n'a absolument pas le temps de se ménager des moments ensemble, de faire des choses ensemble, et quand l'un, en plus, abrite à la fois une souffrance et quelque chose d'un peu désespéré, à ne plus rien attendre de l'existence, mais l'enfant n'a pas de moyen d'être proche il peut y avoir une proximité d'affection, mais qui ne passe pas par les mots et qui n'est pas construite vraiment du coup.
C'est vrai. Et puis donc, avant que le personnage arrive à avoir des papiers, il passe quand même par des moments difficiles, hein. C'est presque une question de survie. Donc, il va travailler, il n'est pas respecté. Ce n'est pas toujours les bonnes personnes qu'il rencontre, n'est-ce pas? Oui, oui, mais ça, enfin, c'est vraiment du bon sens. Je pense on est confronté à ça quand on arrive quelque part où on a ni compétences, ni diplôme. Déjà aujourd'hui, même quand on a des diplômes et que Ce n'est pas toujours on est facile, dans son propre bien sûr. pays, ça peut être vraiment une épreuve terrible de trouver du travail, d'être respecté dans son travail. C'est vraiment un monde très très rude. Donc on imagine bien que pour quelqu'un qui arrive alors qu'il n'est ni attendu, ni vraiment voulu, ni désiré, il y a comme ça une succession de difficultés. Et encore, lui s'en sort à peu près. C'est pas le cas Il de s'en tout le monde. sort, il me semble même que il arrive à une certaine paix de l'âme lui-même. Il comprend que ce pays quand même a des valeurs, a des moyens de fonctionner quand même. Où il est à l'abri en tout cas. Il est à l'abri. Et lui, il trouve, je pense, une forme de respect aussi. Le simple fait qu'on lui permette, qu'on lui offre cette possibilité de vivre en paix, à lui et à son enfant, lui le considère et le reçoit comme, oui, comme une forme de respect qui est très importante, qui est essentielle même pour lui. C'est-à-dire que à ce moment-là, lui, il veut même effacer un peu de sa mémoire ce qu'il a vécu dans son pays d'origine. Ben, il ne voit surtout aucun intérêt à entretenir ce souvenir-là. Il a l'impression, je pense, que lui déjà sera plus fort en coupant avec ça et qu'il doit à sa fille de ne pas la charger de ce drame et de leurs origines, de cette histoire comme ça des débuts qu'il considère comme trop lourde à porter pour elle. Vous écrivez cette belle phrase « Et je renouvelle en silence mon vœu d'effacer d'où et de quoi nous sommes venus ». Et il veut en finir, hein. Et il veut en finir, le pauvre, mais il y a une vie, il la gère quand même avant cet incendie. Et cet incendie, donc, va tout remettre en cause. Et en plus, il se trouve que c'est un incendie, et c'est déjà un incendie qui les a fait fuir donc, dans ce village 15 ans plus tôt. Donc, il ne peut pas ne pas avoir le sentiment que c'est en quelque sorte feu pour feu, c'est vraiment le sort qui les rattrape, et lui est comme si convaincu le à ce moment-là feu lui courait derrière, oui, ou depuis toujours. comme s'il ne s'était surtout jamais éteint, en fait, comme s'il avait couvé dans leur vie, dans le silence en fait de leur vie, puisqu'il n'a jamais mis de mots sur tout ça. Votre livre, Carole Zalberg, est un livre sur l'exil aussi, dans toutes ses formes. Oui. C'est un thème qui revient un peu dans vos écrits. On parlera de vos autres livres. Oui. Là, j'ai eu l'impression un peu de m'éloigner de mes sujets habituels. Et en fait, non. En fait, même si ça se déplace, même si c'est recentré sur autre chose, sur un autre type de personnage et de trajectoire, mais finalement, il s'agit toujours d'arrachement. Et c'est quelque chose qui me bouleverse et vers lequel je reviens tout le temps dans mon travail. Vous êtes pourtant né à Paris, je crois. Moi, oui, mais ma mère, non. Et je viens d'une famille d'exilés. D'exilés, vous pouvez nous dire un mot sur vos parents? Mes parents sont d'origine juive polonaise et ma mère est venue en France juste avant la guerre. Quand elle avait 6 ans, à peu près. Et mon père est né en France, mais ses parents avaient également vécu l'exil, mais eux, plutôt dans les années 20. C'est arrivé dans les années 20, 1920, de Pologne également. Donc vous portez quand même l'exil de vos parents. Oui. Ils vous ont transmis à travers vos chromosomes. Oui, parce que c'est sans en parler, hein. C'est vraiment pas une transmission, enfin sans en parler, c'est absolument pas tabou dans la famille, mais bien sûr. À aucun moment ils m'ont chargé justement de ce poids-là, de cette histoire-là. Mais ils ne vous ont pas raconté cette histoire? Très peu, sauf quand j'ai commencé à écrire justement un petit peu autour de ça, où là moi je les ai interrogés, on en a beaucoup plus parlé, mais ça a été vraiment une démarche de ma part, mais sinon non, c'était là dans des traits de caractère, dans des peurs, et puis petit à petit, j'ai pu
expliquer des choses, les éclairer par cette histoire-là, mais ça n'était pas ouvertement abordé en permanence, pas du tout. Bien sûr, ce n'était pas la discussion de chaque jour, non, bien non, sûr. Non, non, non. Et donc vous avez, avant de publier donc Feu pour Feu, publié toujours aux éditions Actes Sud, À défaut d'Amérique. Justement, alors, À défaut d'Amérique, c'est le troisième volet d'une sorte de triptyque autour des relations mère-fille, parce que c'est vraiment parti de là, mais donc aussi du coup simplement de ce qui se passe d'une génération à une autre. Et ce dernier volet, À défaut d'Amérique, rejoint vraiment ma propre histoire familiale, alors que le début de la trilogie, ce n'était absolument pas le cas. Et le début de la trilogie, c'était quel livre La mer horizontale. D'accord. Là, on était vraiment plus sur une mère alcoolique et plus dans un quotidien d'une mère avec son enfant. Ensuite, il y avait Qu'on m'emporte, où c'est la mère, parce que je remonte les générations en fait. Donc la mère horizontale est la plus jeune, celle qui est à peu près de ma génération, un peu plus âgée. Ensuite, c'est la mère de la mère horizontale. Et le dernier, c'est donc la grand-mère, qui est celle qui vit le plus longtemps. Donc, du coup, l'histoire d'À défaut d'Amérique recoupe les deux premières et se termine bien au-delà. Et moi, ça m'a permis, sans que je l'ai imaginé au départ, de remonter aussi ma propre, sur le chemin de ma propre histoire familiale. Et donc, c'est toujours un peu la même quête qui revient. Il n'y a pas que cette quête, mais aujourd'hui, cette quête des origines, à travers les exils des générations, à travers les exils plutôt des gens qui cherchent aussi un meilleur être à travers tous les bouleversements du monde. Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça vous parle en tant qu'écrivain, en tant que poète aussi? Bien sûr, je pense que c'est pour ça que j'écris, et c'est de là que j'écris, à la fois de ce qui se passe par rapport à la langue, déjà quand on arrive dans un pays qui n'est pas le sien et qu'on doit se réinventer, que pendant un certain temps on n'est pas compris, on n'a pas cette arme, cet outil qu'est le langage. Donc c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup et que je pense que ça produit quelque chose et que moi, en bout de ce chemin-là, j'ai envie d'écrire. Je pense que mon envie d'écrire, elle vient de là. Donc il y a à la fois ça, et puis je sais que ce qui vraiment m'intéresse beaucoup et toujours dans l'écriture, c'est les mouvements, les trajectoires des gens, et par ailleurs aller voir aussi toujours au niveau individuel ce qui se passe, plutôt que la grande histoire, les grands sujets, toujours ramener à l'homme, à l'individu. À l'homme, à l'humain, bien sûr. Et ça, je pense que ça vient effectivement de cet héritage cette conscience de la précarité de l'existence, du fait que les choses peuvent basculer vraiment d'un moment à l'autre. Et ça, je vis avec cette conscience-là. Est-ce que vous avez commencé par écrire des poésies, des nouvelles ou bien des romans? Non, j'ai commencé par de la poésie toute jeune, à, je sais pas, 8-9 ans, mais un peu comme tout le monde, je pense. On écrit d'abord des petites choses et puis après on déploie un petit peu, on construit et puis on en arrive petit à petit au roman. Alors, cela dit, il y a des gens qui s'en tiennent à la poésie. C'est vrai que moi, je ne me définis pas comme poète, même si j'écris régulièrement de la poésie. Et même si je pense que quand j'écris un roman ou quoi que ce soit, c'est toujours un petit peu la même démarche, ça part toujours d'abord d'une envie de mots, de triturer un peu la langue, mais pas la triturer pour la triturer, c'est-à-dire pas forcément la bouleverser, ça dépend de ce que j'écris, mais en tout cas de la traiter comme un matériau. Mais bien sûr, mais on sent dans vos écritures un cri, peut-être c'est le même cri, vous avez envie de dire des choses, peut-être pas forcément de manière engagée, mais on sent ce cri de ce que vous dites tout à l'heure, tout de suite, oui, c'est ma forme d'engagement en tout cas, moi c'est comme ça que je peux être engagée, c'est en me faisant un peu un peu passeuse en quelque sorte de situations, de choses que je trouve déchirantes ou injustes, terribles et qui moi-même me bouleversent, m'empêchent d'être tout à fait sereine et tout ça vient s'exprimer dans l'écriture. On fait juste une petite pause et on revient au débat.
On revient donc au débat avec l'écrivain Carole Zalberg qui vient de publier aux éditions Actes-Sud Feu pour Feu. Et donc, Carole, on parlait en général de la genèse de vos écritures. Donc, vous êtes sur plusieurs fronts, hein, poésie, roman. Vous êtes aussi traductrice, parolière. Vous animez aussi hein, des ateliers d'écriture. Plus des rencontres. Des rencontres aussi, oui. Je fais un peu, j'anime des ateliers d'écriture en milieu scolaire, mais assez peu finalement. J'ai beaucoup plus d'occasions ou de faire des lectures ou d'animer des rencontres dans une librairie ici à Paris, dans le 20e arrondissement, dans le 12e, qui s'appelle la Terrasse de Gutenberg, où je reçois des écrivains. Et c'est quelque chose que je fais depuis quelques années, que je fais un petit peu moins en ce moment, mais je vais reprendre. Et l'idée, c'est vraiment de les recevoir, finalement comme vous le faites vous, c'est un écrivain qui reçoit un autre écrivain ou d'autres écrivains. Ils entament une conversation. Oui, à la fois j'écris sur leur... je reviens sur toute l'œuvre, ça j'y tiens beaucoup, et du coup je fais moi-même un chemin à travers je redessine un chemin, et c'est très intéressant, c'est passionnant, c'est un voyage à chaque fois. Donc je reçois plutôt des auteurs qui ont déjà pas mal publié pour pouvoir avoir suffisamment de matière pour ça. Et puis, effectivement, on discute, c'est vraiment plus une conversation sur les textes, sur l'écriture. Et j'ai énormément de plaisir à faire ça. Ça m'apporte beaucoup, beaucoup. Déjà parce que ça sort de son propre travail. C'est toujours bien, je trouve, de ne pas être constamment sur soi et sur ce qu'on fait. Et puis, c'est merveilleux parce qu'à chaque fois, et c'est devant le public que vous faites ça, bien sûr. Oui. Un public souvent d'initiés ou bien il y a vraiment les deux. C'est très ouvert et très bon enfant. Donc, il y a bien sûr des gens qui sont des lecteurs passionnés. Et puis, il y a des gens qui sont un peu là par hasard et qui découvrent. Et moi, je considère que s'il y a ne serait-ce qu'une personne qui ne connaissait pas l'auteur et qui repart en ayant envie de le lire, c'est gagné. C'est déjà très bien. Ça, c'est clair. Et donc, vous choisissez quand même vos auteurs. Oui, bien sûr. Non seulement des écritures qui vous sont proches. Alors, proches, pas forcément. Ça peut être très différent de ce que je fais, mais il faut évidemment que j'aime ce qu'ils écrivent. Ça, et je le revendique complètement. Il n'y a pas d'objectivité possible dans ce domaine. Bien sûr. Et puis, il faut aussi des personnalités particulières. Je pense qu'il faut beaucoup de générosité pour participer à ce genre de rencontres, parce que évidemment je ne peux pas garantir qu'il y ait beaucoup de monde, que ça ait un effet particulièrement important sur les ventes donc il faut être là parce qu'on a envie d'être là, parce qu'on a envie de donner quelque chose, de passer un peu de temps avec des lecteurs, et même si parfois il va y avoir 20, 30, 40 personnes, parfois il y aura 5 personnes et on passera quand même une soirée on prendra ça avec le même sérieux et la même passion, et parfois c'est même encore plus intéressant parce que tout le monde parle, du coup c'est vraiment une conversation à plusieurs et pas un public. Voilà. Il y a peut-être plus d'échanges à ce moment-là. Et donc vous avez animé ces ateliers d'écriture. Est-ce qu'il y a des échanges dans ces ateliers-là, ou bien c'est des gens qui viennent transmettre un peu leur savoir toujours? Non, je pense qu'il y a des échanges et que c'est même extrêmement émouvant, parce que souvent, vous le savez, l'écriture fait vraiment jaillir c'est comme si vraiment tout d'un coup on tirait sur un fil. Les gens découvrent que grâce aux mots, ils peuvent parfois déposer des fardeaux ou simplement ressentir le plaisir de créer, d'inventer. C'est pas seulement, il n'y a pas seulement l'effet sur sa propre histoire, parce que bien sûr que ça peut être un des objectifs des ateliers d'écriture, mais c'est moins peut-être dans mon registre. C'est vrai que ce que j'aime, moi, c'est voir tout d'un coup cette espèce d'euphorie qu'on ressent à réussir à faire quelque chose avec les mots, alors qu'on ne se pensait pas nécessairement doué pour ça, et que même souvent il y a une sorte de crainte, et de crainte un peu mélangée à du respect. Et donc quand tout d'un coup les gens constatent qu'eux-mêmes peuvent approcher ça et en tirer du plaisir
lire à voix haute et voir que ça touche, c'est merveilleux. C'est vraiment. Est-ce que c'est la meilleure méthode pour écrire, pour les gens qui n'ont pas déjà écrit? Est-ce que ça ne les met pas un peu dans un certain carcan, un conformisme peut-être? C'est pour ça que moi, je n'ai pas de réponse à ça. C'est vrai que c'est pour ça que je n'anime pas d'atelier d'écriture de façon régulière, parce que effectivement, peut-être que j'aurais un petit peu peur au bout d'un moment qu'il y a comme ça des recettes, des méthodes, et je ne pense pas. Donc l'idée, c'est pas ça. C'est vraiment de permettre d'aider à déclencher quelque chose. C'est pas de dire, alors pour écrire un roman, il faut faire ci ou ça, il y a telle ou telle règle à respecter, parce que j'y crois absolument pas. Je pense qu'il faut trouver sa propre son propre chemin peut-être, dans l'écriture. Trouver le chemin qui relie à l'intuition, à ce qu'on a en soi. Et donc la personne qui anime l'atelier d'écriture, son rôle, c'est plutôt ça, je pense, c'est peut-être de défricher un petit peu, de mettre en confiance pour qu'on trouve surtout en soi. Surtout ça, oui, j'allais vous dire un mot, la confiance. C'est important quand même pour quelqu'un qui veut écrire. Oui, bien sûr, oui, il faut oser, tout simplement, parce que, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui s'interdisent l'écriture, parce qu'ils pensent que c'est pas pour eux. Il y a quelque chose d'un presque aristocratique dans l'écriture, dans la façon, en tout cas, dont les gens l'aperçoivent. Et peut-être que les ateliers d'écriture peuvent jouer ce rôle-là. Peuvent les décomplexer, au fait, et tenter le coup. Oui. Je reviens un peu à votre poésie. Vous m'aviez dit tout à l'heure, vous avez beaucoup écrit, bien sûr. Vous êtes même dans des anthologies comme celle-là, Les jeunes poètes français et francophones, qui est sortie chez Jean-Pierre Huguet, éditeur, en 2004. Mais vous n'avez pas publié de recueil de poésie. Je pense que c'est parce que j'écris de la poésie quand j'en ai envie. Et donc c'est quelque chose, je pense, qui m'accompagne depuis toujours, en parallèle de tous mes autres livres et projets d'écriture. Et peut-être qu'un jour, je vais me dire, bon, ben là, il y a vraiment de quoi faire un recueil. Et peut-être que du coup, je mettrai un petit peu d'énergie à chercher un éditeur de poésie. Mais pour l'instant, ça ne s'est pas imposé. Mais cette poésie que vous avez donc écrite, elle est venue comme ça? Vous la thématique qui vous comme dans le roman? C'est très variable. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent la poésie venait d'un exemple. J'ai fait il y a quelques années une sorte de dialogue avec un brun. C'est quelque chose qui est né d'abord sur les réseaux sociaux, puisque c'était et en fait lui m'envoyait une photo et j'écrivais et je réagissais à sa photo, et parfois on faisait l'inverse, je lui envoyais un petit texte et lui, parce que c'est quelqu'un qui faisait de la photo depuis 30 ans et donc il allait regarder un petit peu dans toutes ses archives et il me proposait une photo en regard de mon texte, et on a fait ça pendant des mois et ça a donné une exposition et tout un travail qui peut-être du coup fera l'objet d'un livre un jour. Mais très souvent, quand j'ai des périodes comme ça où j'écris presque exclusivement de la poésie, c'est lié à une rencontre, à un projet particulier. C'est rarement parce que je décide tout d'un coup de composer. C'est pour ça d'ailleurs, je pense que je n'ai pas écrit de recueil. C'est que c'est pas ah ben tiens, je vais écrire un recueil autour de tel ou tel thème. C'est vraiment déclenché par les autres plutôt. D'accord. Mais vous avez aussi été parolière. Beaucoup de vos textes ont été chantés? Oui, quelques-uns. Après, il n'y a pas eu il y a eu un c'est album, la même mais chose que ce que vous écrivez comme poésie. C'est un peu différent. C'est des commandes. La grande différence, c'est que ça devient, l'interprète s'approprie ensuite complètement le texte. Donc ça devient encore autre chose une fois que c'est mis en musique, une fois que c'est chanté. Mais c'est extraordinaire comme expérience. C'est vraiment là aussi très émouvant et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je le fais pratiquement plus en ce moment, mais c'est absolument pas abandonné. C'est là encore, ce sont les occasions, les rencontres. Mais c'est une expérience à la fois passionnante et peut-être c'est avec ça qu'on expérimente le plus
le fait de lâcher ce qu'on a écrit. On écrit un texte de chanson au départ pour une musique, pour quelqu'un, et une fois que c'est mis en musique et que c'est interprété, ça ne nous appartient mais vraiment plus du tout. Alors c'est émouvant parce qu'on sait qu'on est quand même à l'origine de ça, mais c'est autre chose complètement, et je trouve que c'est une expérience Et c'est quoi la différence avec la poésie dans l'écriture, hein? Donc quand vous écrivez des paroles, c'est un peu des textes plus libres peut-être? Ben, disons que là encore ça dépend, que parfois les textes sont mis en musique, donc existent déjà, ils sont mis en musique, et auquel cas ce sont d'abord des poèmes, hein, vraiment. Bien sûr. Mais si je travaille sur une musique, là il faut respecter une structure, et du coup cette contrainte-là produit des choses très intéressantes. Quand même, c'est une contrainte, mais elle peut donner quelque chose oui, comme de souvent positif. Les contraintes, hein, souvent ça aussi. emmène là où on ne serait pas allé naturellement, spontanément, et du coup on découvre aussi des chemins qui sont Peut-être insoupçonnés. Oui. Voilà, exactement. C'est vrai. Et donc vous, Carole Zalbert, qui êtes dans le roman et dans la poésie, ce n'est pas grave, et à vos souhaits d'ailleurs. Et donc souvent, vous l'avez remarqué, les critiques disent d'un bon roman que c'est un roman poétique, d'accord? Mais aujourd'hui, la poésie ne se vend pas bien. Et il y a quand même comme une petite contradiction. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas. Je pense que ce dont je suis sûre, c'est que la poésie a vraiment sa place, parce qu'on voit il y a beaucoup d'événements autour du Printemps des poètes, Oui. des choses comme ça qui vraiment attirent énormément de public. Et la poésie, effectivement, est fréquente et présente partout, dans le roman, dans plein de disciplines différentes. C'est vrai que c'est pas un secteur commercialement très intéressant pour les éditeurs, mais peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas décidé que ça. Je pense que c'est aussi une histoire de volonté, c'est possible, de mettre les choses en avant, de leur donner les moyens. Donc à la fois on aime la poésie, on la respecte, et puis je suis pas sûre qu'on lui fasse une place très importante. Ça c'est clair, y compris dans les critiques, dans les journaux, dans les revues, oui, il y a beaucoup moins de poésie, bien sûr. Bien sûr, c'est tout à fait confidentiel, hein, la poésie. Peut-être même qu'on fait confiance qu'aux poètes qui ne sont plus de ce monde. Hein. Il y a ça aussi, il y a ce phénomène-là. Et on a l'impression qu'on les accepte dès qu'ils ne sont plus de ce monde. S'ils sont encore vivants, ça pose comme un problème. Je pense que j'ai une petite explication pour ça, c'est que autant un roman, on peut avoir l'impression de le juger un peu objectivement par l'histoire, par la structure, par son efficacité. La poésie, non. La poésie, c'est mystérieux, c'est complètement totalement subjectif, c'est de l'ordre de la sensibilité de chacun. C'est vrai, c'est une forme de magie qui peut nous parler ou pas. Complètement, et c'est difficile du coup d'en parler, c'est difficile de décider d'être par exemple critique de poésie, de décider qui est un bon poète ou pas, enfin du coup c'est très à la marge et c'est un peu réservé aux initiés, malheureusement, parce que je pense que ça touche énormément. Ça peut toucher y compris les jeunes énormément lecteurs, de gens, parce que c'est de la musique avant tout, et la musique ça passe par un chemin beaucoup plus direct que le roman. Vous avez raison, les mots ont toujours une musique, me semble-t-il. En tout cas, il y a une belle musique dans Feu pour Feu. Hein. C'est une musique qu'on peut entendre là où on est. Et donc, toujours à propos donc, des poètes, quels sont les poètes qui vous en parlez, vous, Carole Zalbert? Ça remonte à mon enfance, parce que maintenant, en fait, j'en lis très peu. J'entends parfois des poèmes qui me touchent, mais c'est vrai que je ne vais pas lire de la poésie comme ça. Enfin, c'est vraiment un domaine que je connais très peu. Il y a peut-être des poètes qui sont vos préférés, peut-être. Plus aujourd'hui, parce que c'est vraiment, je suis peu en contact avec ça. Je lis, c'est vrai, presque exclusivement des romans. En revanche, les romanciers que j'aime aujourd'hui sont des romanciers qui ont une langue très poétique, ce qui ne veut pas dire une langue belle, comme on dit. Enfin, j'ai toujours du mal avec c'est bien écrit ou c'est joli, ou c'est pas ça. La poésie, ça peut être rugueux, ça peut être dérangeant, ça peut bousculer. Mais j'ai été marquée enfant par des poètes aussi différents que Prévert ou évidemment, quand on cherche, les noms ne me reviennent pas, mais la poésie a été très importante dans mon chemin de lectrice, de jeune lectrice en tout cas. C'est pour ça que je sais qu'on peut faire aimer les mots et la littérature aux jeunes lecteurs par ce biais-là.
D'accord. Et donc, Carole Zalberg, vous avez écrit quand même beaucoup de livres. Si vous voulez bien, on va revenir un peu vers les plus anciens. Mémoire d'un arbre, Le Cherche-Midi 2002. Ça, c'était le tout premier. C'est le tout premier. C'est le tout premier. Alors, qui est épuisé depuis des années. Bien Donc, sûr. et l'idée est venue d'un voyage à l'époque au Maroc, je crois, et un guide nous avait parlé d'un arbre qui existe, qui est au quelque Maroc part en Afrique, non, pas au Maroc, pas au Maroc, plus au sud, et qui a 2000 ans. Et alors, je ne sais pas où il en est, parce que ça, c'était il y a déjà plus de 15 ans, 15-20 ans. Et ça m'avait absolument fascinée, parce que je me disais, si cet arbre pouvait témoigner de tout ce qui s'est passé autour de lui, et en plus particulièrement ces 2000 ans-là, ça serait passionnant. Ah oui. Et du coup, comme toujours de la même manière, c'est quelque chose qui s'est mis quelque part en moi. Et puis un jour, j'ai eu envie d'écrire l'histoire de cet arbre, d'un arbre imaginaire. Et donc ça débute en période plus ou moins biblique et ça se termine au-delà de notre temps. Et l'arbre raconte des histoires d'hommes qui se sont déroulées c'est magnifique, mais c'est situé dans l'espace. Non, non plus, mais moi je situe très rarement. J'aime bien être totalement... C'est ce que j'ai vu dans Feu pour Feu. Oui, parce que j'aime la liberté que ça procure et j'aime surtout que ça laisse la possibilité à chacun d'imaginer et de s'approprier du coup le texte. C'est peut-être comme ça qu'il reste un peu intemporel et qu'il résiste à l'usure du temps peut-être. Dès qu'il est situé, en tout cas, oui, bien sûr, dès qu'on date, dès qu'on situe, on se limite évidemment et ça peut, avec le recul, finalement avoir moins fermer en quelque sorte le texte. Oui, limiter un peu la progression du livre. Vous avez écrit aussi Mort et vie de Lily Riviera. C'est publié chez Phébus en 2005. Oui, et donc là, il vient de ressortir en poche en Babel, donc chez Actes Sud. C'est un livre qui a été longtemps épuisé aussi. Alors là, on est dans un tout autre univers, puisqu'il s'agit. Je suis encore partie de quelque chose d'un élément de réel, puisqu'il s'agissait de Lolo Ferrari. Je ne sais pas si vous voyez qui était Lolo Ferrari, donc cette espèce de créature assez improbable, donc qui avait des implants énormes et qui avait subi je ne sais combien d'opérations de chirurgie esthétique. Et je trouvais cette femme tragique, à la fois grotesque et tragique, et j'ai eu très envie d'imaginer le parcours d'une femme qui aurait la même apparence, qui aurait subi à peu près les mêmes interventions. Et en fait, mon désir profond, c'était en quelque sorte de libérer l'enfant qui était prisonnière de ce corps totalement difforme, devenu totalement difforme, et de la vie qu'elle menait. Et c'est ce que j'ai fait avec ce Mais là, roman. Vous êtes dans la fiction complètement. Totalement. Je n'ai gardé que son apparence, où là, j'ai collé complètement à celle de... Parce que je voulais que ça ait la même disproportion, la même démesure. Donc, je ne me suis pas du tout éloignée de cette fameuse Lolo Ferrari, mais sinon, sur la vie que je lui imagine, les parents, les rencontres, c'est absolument une fiction. Et qu'est-ce que vous pensez de cette tendance aujourd'hui dans le roman français à vouloir romancer des histoires toutes récentes sans les transformer pratiquement, presque des faits divers, on va dire. À la fois, je comprends qu'on soit très, très attiré par tout ça, parce que c'est vrai que c'est un matériau extraordinaire. Le fait divers, c'est la vie, c'est les gens dans leur vie, à la fois au quotidien et dans des moments beaucoup plus tragiques. C'est la rencontre justement entre le tragique et le tout petit, le banal. Et c'est, je pense, ce qui fait que ça inspire beaucoup les écrivains. Après, écrire sur des choses très très récentes, sans recul, c'est en tout cas très risqué. Certains le font formidablement bien. D'autres, à mon avis... Est-ce que c'est un manque d'inspiration ou bien de sujets est-ce que c'est les sujets qui manquent pour certains romans? Je crois que c'est des façons d'écrire différentes. Je pense que les écrivains qui s'inspirent de faits divers et de choses du quotidien sont de toute façon des écrivains qui n'auraient jamais écrit un roman absolument baroque, complètement dans l'imaginaire. Donc non, je pense que les écrivains se sont toujours inspirés du monde autour d'eux et de quelque chose d'immédiat et de proche.
proche. D'accord. Et vous avez publié aussi chez Albin Michel Et quand m'emporte. Oui, donc ça c'était donc le deuxième volet de la trilogie. Et, donc on est vraiment sur la même lignée de mère et de fille. Ah, toujours cette quête cet exil qui revient. Il y a l'exil qui revient, mais qui est vraiment en arrière-plan. Là, on est beaucoup plus dans une interrogation sur la transmission quand même, oui. et sur les rapports mère-fille et la difficulté de ces rapports et de la maternité. Et donc en fait je vais chercher un petit peu les origines de cette difficulté qui prend des formes différentes d'une génération à une autre, mais qui se reproduit. Vous-même, Carole Zalberg, vous êtes mère. Est-ce que la transmission aujourd'hui est plus facile qu'il y a quelques années? Non, ou bien c'est plus pas difficile? du tout, je pense pas du tout. Mes enfants sont grands, puisque l'aîné va avoir 20 ans et j'ai des jumeaux qui ont bientôt 17 ans. Et je commence à être un tout petit peu rassurée sur ma capacité à leur transmettre à la fois un minimum de notions sur leurs origines, des valeurs, mais pendant longtemps, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose d'hermétique chez eux. Non, je crois que c'est toujours aussi difficile. C'est aussi difficile. Parce que je pense que il y a chez les enfants et les adolescents en particulier une volonté de se protéger de l'histoire des parents. Et après, la curiosité vient plus tard et puis les choses se transmettent de toute façon. Mais je pense que ce qui est très difficile, c'est de transmettre volontairement, de dire à ses enfants, alors voilà, je vais te raconter d'où on vient. Et surtout quand c'est un passé douloureux, quand c'est un passé qui pèse. Je pense que les enfants n'ont pas forcément envie d'être chargés de recevoir cette charge de tout ça. Mais aujourd'hui, tout le monde dit il y a une perte de valeur. C'est vrai? Ou bien c'est une transformation, une perte. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui je crois que c'est très difficile on entend souvent dire dans les médias les jeunes ont moins de valeur que les autres. C'est vrai? Non, ils ont peut-être simplement des valeurs différentes. Et oui, il y a peut-être je sais pas. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ces généralités parce que d'un jeune à l'autre, d'un milieu à l'autre, d'une histoire à l'autre, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, c'est clair. Oui. Donc vous avez publié aussi aux éditions Naïves Les Légitimes. Alors, c'est quoi Les Légitimes? Ça, c'est un des rares textes d'autofiction. Oui. Puisqu'il s'agit d'un récit qui relate l'année et quelques que j'ai passé en Corse il y a maintenant à peu près 25 ans. Où j'ai vécu une histoire amoureuse particulièrement lourde, oui. qui rejoint une sorte de fait divers d'ailleurs, et donc c'est une sorte d'histoire un peu initiatique et qui m'a permis aussi de parler de la Corse que j'adore, qui a été comme une terre d'élection pour moi, je suis absolument tombée amoureuse de ce lieu et des gens là-bas, et du coup le livre est beaucoup aussi pour... C'est un hommage aussi à l'île de Beauté, c'est ça? Oui, en tout cas j'avais envie de fixer en quelque sorte ce que cette île avait produit en moi. Vous lui avez rendu donc le soleil qu'elle vous a donné. Et donc, quand vous écrivez dans l'autofiction, c'est complètement de l'autofiction ou bien il y a des choses qui sont quand même complètement imaginaires? C'est complètement d'autofiction, mais à partir oui. On sait bien qu'à partir du moment où on l'écrit, il y a une transformation et c'est pour ça qu'on parle d'autofiction. Et je préfère ce terme à autobiographie parce que il y a déjà une sorte de décalage et de filtre qui vient de l'écriture, du choix des mots. En plus, c'est un livre illustré, donc il y a des très très belles illustrations de Denis Depré, des aquarelles qui sont vraiment magnifiques. Donc ça donne autre chose et on n'est pas purement dans un témoignage ou dans un récit vraiment qui collerait complètement à la réalité. D'accord. Et beaucoup de critiques se plaignent un peu de cette abondance d'autofiction. Ont-ils raison ou bien... Moi, je pense pas, parce que s'ils faisaient un petit peu attention, je pense qu'il y a autant de textes d'autofiction, voire moins même, que de romans absolument à l'imagination foisonnante ou avec un travail de fiction
époustouflant. Simplement, il faut lire beaucoup, il faut s'intéresser à toutes sortes de... moi, je ne peux plus entendre que la littérature française est nombriliste. Et c'est pas vrai. Il y a ça. Et puis, ça peut être très intéressant parce que par son nombril, on peut accéder au monde aussi, et à l'univers. Donc, bien sûr, de toute façon, on passe par le nombril hein, quand on écrit. On passe par soi. Il n'y a pas d'autre moyen d'écrire, je pense. Et puis, il y a vraiment toutes sortes d'écrivains et des écrivains magnifiques. Donc, et les écrivains, justement, qui vous parlent, qui écrivent en langue française aujourd'hui, ce seraient lesquels? Oh, il y en a beaucoup, mais donc ça va être difficile d'en citer parce que quelques-uns. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est Jérôme Ferrari, qui est donc le Goncourt de l'an dernier, mais c'est quelqu'un dont je suis le travail depuis. Oui, il se trouve qu'il est corse, mais bon, c'est presque une coïncidence, mais je suis son travail depuis toujours, et pour moi, c'est vraiment un des très grands actuels. Vrai, il a une belle plume. Après, il y en a beaucoup. Là, je viens de lire le roman d'un tout jeune homme qui d'ailleurs vient d'avoir un prix. Le roman s'appelle Nos mères et lui s'appelle Antoine Waters. Et c'est absolument un auteur magnifique, belge, je crois. Magnifique, qui vient de la poésie d'ailleurs. Et c'est sublime, c'est très très beau. Après, il y a Maïdis de Kerangal, je trouve qu'il y a énormément d'auteurs passionnants. Il y a ça m'embête d'en citer richesse, parce que je vais en oublier plein et il y en a vraiment beaucoup que j'aime. Du coup, les rencontres que j'organise me permettent de les suivre et de leur donner un petit peu de transmettre la passion que je peux avoir pour leur travail. Il y a vraiment de quoi faire. Très bien. Mais malheureusement, on arrive à la fin de notre voyage. Peut-être qu'on a oublié quelque chose. Carole Zalberg. Je pense qu'on a abordé pas mal de sujets et on a fait à peu près le tour, je pense. Je le pense aussi. Je vous dis merci encore d'être venu dans Graffiti et bonne continuation. Merci beaucoup, merci. Je vous en prie. Vous aussi, mes amis, je vous dis merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.